Une seule signature a été altérée. Un secret de village enfoui depuis des décennies a été révélé. Bienvenue dans Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. J'aimerais savoir d'où vous regardez ce soir. Vos voix ajoutent de la vie à chaque mystère que nous racontons. Commencons. Do étrange. Pas de poison? Non. Mais le parfum. Une poudre? Peut-être. Quelque chose est brossé sur un mouchoir ou transféré par le toucher. Poudre? Ou peut-être quelque chose de cousu. L'inspectrice cligna des yeux. Vous pensez que le fil a servi à coudre quelque chose de dangereux? Je pense, dit doucement Miss Marple, qu'une personne très astucieuse a trouvé le moyen de dissimuler un irritant ou une substance dans quelque chose de tout à fait bénin, comme une housse de coussin ou un sachet de fleurs séchées, quelque chose qui pourrait provoquer une réaction chez une personne âgée. Peut-être pas la mort directe, mais une chute brutale de la tension artérielle, un tremblement cardiaque. Suffisamment pour que cela paraisse naturel. Elle hocha la tête une fois. Graves expert. Je vais faire réexaminer les objets de cette pièce. Surtout tout ce qui est nouveau, dit-elle. Quelque chose offert récemment. Peut-être fait main. Plus tard dans l'après-midi, Lydia Brent reçoit une visite. Elle revenait de l'école et retirait encore ses gants lorsqu'on frappa. À sa grande surprise, c'était Clara Van. Miss Brent, commença Clara avec trop de chaleur. Puis-je entrer? Lydia hésita, puis ouvrit la porte en grand. Bien sûr. Clara entra, son regard balayant le salon bien rangé avec un mélange de dédain et de curiosité. « Je voulais te parler, » dit-elle. « Edith. » Lydia sert du thé. « Oui. » Clara prit la tasse qu'elle lui tendait, mais ne but pas. « Je dois avouer que je suis perplexe. Pourquoi elle t'a choisi, toi, parmi tant d'autres? Tu la connaissais à peine. Et pourtant, tu apparais dans son testament. » Lydia resta assise en silence, sa tasse intacte. « Je n'ai eu connaissance du testament qu'après sa mort. Si c'est bien ce que tu insinues. » Clara se pencha en avant. Elle m'avait promis la succession. J'étais comme une fille pour elle. Elle me l'avait dit. Et pourtant, au final, elle t'a tout légué. La voix de Lydia était calme. Si c'est vrai, j'imagine que tu es plus choqué que moi. Il y eut un silence. Les yeux de Clara cherchèrent dans les siens quelque chose de coupable, peut-être, ou d'incertain. Elle ne trouva ni l'un ni l'autre. « Dites-moi, mademoiselle Brent, » dit Clara, le bout de son sang-froid commençant à s'effilocher, « lui avez-vous jamais demandé quelque chose? Lui suggérer, peut-être, de mettre votre nom par écrit? » Lydia haussa les sourcils. « M'accusez-vous de quelque chose? » « Je suggère, » dit Clara d'un ton froid, « que les testaments peuvent être manipulés, surtout lorsque le testateur est fragile ou solitaire. » Lydia posa sa tasse de thé. « Si vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec la mort de votre tante, vous devriez en parler à la police. » Clara se leva brusquement. « Oh, j'en ai l'intention. Mais j'ai pensé qu'il était courtois de vous laisser le temps de vous expliquer d'abord. » Elle partit sans un mot. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait et que les derniers oiseaux chantaient sur les toits silencieux de Little Ditring, l'inspecteur Grave reçut des nouvelles du sergent Flett. Ils avaient examiné les objets dans le petit salon. La plupart étaient intacts, mais un petit coussin sur les chaises de la veuve, absent lors de la garden party du presbytère l'année dernière, avait révélé quelque chose d'intéressant. La housse était cousue main, le fil récent, et le rembourrage portait des traces digitales en poudre. Un stimulant cardiaque, puissant à juste dose, et totalement intraçable en quantité suffisamment faible, surtout absorbé lentement par la peau d'une femme âgée déjà sujette au souffle cardiaque. Graves fixa le rapport. « Fait main? »« Oui, monsieur, » dit Flett. « Étiquette à l'intérieur, pour chère Edith, en remerciement. »« Pas de signature? »« Non, monsieur. » Mais la couture du fil de soie crème. Grave se levèrent, l'air sombre. Trouve qu'il le lui a donné. De l'autre côté du village, Miss Marple se tenait à sa fenêtre, les derniers rayons du soleil caressant les flèches dorées de sang. Oldhelm. Elle savait maintenant. Pas le nom, pas encore. Mais la vérité avait émergé. Quelqu'un avait cousu un cadeau et caché un meurtre dans les plis.
Le jour suivant se leva frais et lumineux, le village baigné de pluie baignait dans un bref rayon de soleil automnal. Des cheminées, de la fumée s'élevait en fines spirales argentées. Les feuilles s'agitaient doucement sur les routes pavées, caressées par une brise aussi discrète que les murmures qui parcouraient encore Little Ditring comme des hirondelles rustiques avant le crépuscule. À présent, tout le monde était au courant pour le coussin. Pas officiellement, bien sûr. La police n'avait rien dit, et l'inspecteur Grave conservait sa prudence habituelle. Mais de telles affaires ne restaient jamais très secrètes bien longtemps dans un endroit où les secrets fleurissaient comme des pissenlits dans la pierre, surtout lorsque le neveu de la maîtresse de poste locale travaillait comme commis à la police de Manchester. En moins de 24 heures, la rumeur s'était répandue que la mort n'était peut-être pas naturelle. Après tout, du poison cousu dans un coussin. Pas dramatique, comme un poignard ou un revolver, mais discret, méthodique, comme un roman. Et exactement le genre de choses, remarquèrent plus d'un avec un regard significatif, qui exigeait patience et planification. Miss Marple, en revanche, n'avait pas dit grand-chose. Chez l'épicier, elle avait simplement acheté son habituel gâteau au fromage frais et aux graines. Chez l'apothicaire, elle prit un modeste flacon de liniment au camphre pour ses genoux. Mais elle observait. Ce n'était pas seulement la présence de ragots qui comptait, c'étaient ceux qui semblaient trop empressés de les transmettre et qui restèrent soudain silencieux lorsqu'elle entra dans la pièce. Cet après-midi-là, alors que le ciel s'assombrissait à nouveau d'un gris doux, Lydia Brent remonta au Wetherby Lane d'un pas prudent. Elle avait reçu un mot non signé, mais clairement rédigé de l'écriture fine et distincte de Caravane, demandant une conversation privée et civilisée au manoir. Sarah Gudjon l'accueillit à la porte, l'expression indéchiffrable. « Elle attend dans le petit salon », dit Sarah en guidant Lydia à l'intérieur. « Je serai dans la cuisine, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Lydia entra dans la pièce. Moins d'une semaine auparavant, Madame Bradston s'était assise pour la dernière fois. La chaise était vide, la table d'appoint nue. Clara était assise, une main gantée posée sur un fin folio en cuir. « Je vous remercie d'être venu, » dit Clara en désignant la chaise en face. Son ton était calme, mais son regard exprimait une certaine froideur. Lydia resta assise sans parler. « J'ai consulté un avocat, » commença Clara en tapotant une fois le folio. « J'ai bien l'intention de contester le testament. Il faut que vous le sachiez. » Lydia haussa légèrement les sourcils. « Vous pensez que je l'ai influencé ?» Clara ne broncha pas. « Je crois qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'étrange. » Elle n'a jamais été du genre sentimental, et pourtant, voilà qu'elle lègue tout à une femme qu'elle connaissait à peine. Pourquoi? Elle admirait l'indépendance, répondit doucement Lydia. Elle me l'a dit un jour. Elle a dit qu'elle voyait en moi ce qu'elle était avant son mariage. Clara ricana. Et ça vaut une maison, une fortune, tous ses biens. Elle fit son choix. La main de Clara se crispa sur le folio. Et puis, expliquez le coussin. Lydia cligna des yeux. Quoi? Celui trouvé dans cette même pièce, poursuivit Clara, la voix montant légèrement. Neuf, cousu à la main, et empli de poison. Lydia Pallet. Je n'y suis pour rien. Non? Clara se pencha en avant. Vous travaillez avec du fil tous les jours. Vous l'enseignez aux enfants. Vous comprenez les tissus et la couture. La police a trouvé du fil de soie dans ce coussin, du même type que celui que l'on trouve dans les magasins de votre école. Lydia se leva brusquement. S'ils croient ça, ils peuvent m'interroger eux-mêmes. Elle sortit, la fureur et la confusion montant à parts égales. Sarah, qui rôdait dans le couloir, lui lança un regard inquiet mais ne dit rien. Ce soir-là, l'inspecteur Grave revint au manoir avec le sergent Flett. Ils avaient fait des recherches, vérifié les achats, retrouvé les reçus. Et quelque chose clochait. Grave se tenait dans le couloir, les yeux fixés sur la photo encadrée du défunt mari de Madame Bradston, un homme austère, moustachu et à l'allure rigide. Il se retourna lentement. « Sarah, dit-il doucement, pourriez-vous venir un instant ?» Elle sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. « Oui, inspecteur ?»
Quelqu'un a-t-il déjà offert un coussin à Madame Bradston? Récemment. Ces 2 ou 3 dernières semaines. Sarah avait l'air nerveuse. Eh bien oui. Il y avait un colis qui était arrivé par la poste. Je m'en souviens parce qu'il n'avait pas d'adresse de retour. Il était juste écrit pour chère Edith, en guise de gratitude. J'ai pensé qu'il pouvait provenir d'une des œuvres caritatives qu'elle soutenait. L'a-t-elle ouvert devant vous? Non, monsieur. Elle l'a ouvert elle-même et l'a posé sur la chaise sans hésiter. Grave a hoché la tête. Et vous n'avez jamais demandé de qui il venait? Non, monsieur. Je n'ai pas trouvé ça poli. L'inspecteur a froncé les sourcils. Et où est l'emballage maintenant? Sarah a hésité. Je crois qu'elle l'a brûlé. Elle a dit qu'il ne valait pas la peine d'être conservé. Plus tard, de retour au poste, Grave a examiné l'écriture du mot original qui accompagnait le coussin. Légère, presque volontairement soignée. Mechanizable. Il a fixé le mot gratitude. Ça sonnait bizarrement, d'une certaine manière. Pas d'affection. Pas de sympathie. Gratitude. Il a appelé Flett. Allez chercher les documents à la poste, a-t-il dit. Voyons exactement quand ce colis a été envoyé et d'où. Au même moment, Miss Marple reçoit une visite inattendue. C'était Caravan. J'ai pensé qu'il était juste de vous parler directement, dit Clara d'un ton froid, la voix tendue, avant que la situation ne s'envenime. Miss Marple la fit entrer et lui offrit du thé, que Clara déclina. Je crois, dit Clara, que Lydia Brent a quelque chose à cacher. L'expression de Miss Marple reste sereine. Et vous? Elle a eu une opportunité. Elle avait accès à du fil de soie. Et elle a bénéficié du testament. Vous aussi, autrefois, répondit Miss Marple doucement. Clara rugit. Ce n'est plus pareil. Je me demande, dit Miss Marple, le regard fixe. Dites-moi, depuis combien de temps n'avez-vous pas brodé quelque chose? Clara cligna des yeux. Pardon? De la broderie, dit Miss Marple. Vous étiez plutôt doué, j'ai entendu dire. Madame Holloway se souvient de la nappe d'autel que vous avez aidé à coudre pour l'église il y a 10 ans. Des marguerites en soie, n'est-ce pas? Clara remua, mal à l'aise. Cela fait un moment, admit-elle. J'ai abandonné. Mais pas assez longtemps pour que vous oubliez comment coudre une housse de coussin, j'imagine. Clara se leva, le visage durci. M'accusez-vous de quelque chose? Miss Marple esquissa un petit sourire bienveillant. Pas du tout, ma chère. Je me demandais seulement qui d'autre au village gardait encore du fil de soie crème dans son panier à ouvrage. Lorsque Clara partit, troublée et silencieuse, Miss Marple retourna à sa chaise et reprit son tricot. Les aiguilles claquaient sans cesse tandis que le crépuscule tombait autour d'elle. Il y avait encore du travail à faire. Elle en était certaine. Quelque part, quelqu'un avait cousu plus que du tissu. Il avait cousu un motif à une opportunité, de l'amertume à un dessin. Et maintenant, les coutures commençaient à apparaître. C'était un jeudi matin de calme, ce genre de silence qui semblait délibéré. Le village de Little Ditring vaquait à ses occupations avec un calme prudent, comme conscient que quelque chose allait changer et que personne ne voulait être pris au dépourvu. L'enquête policière, autrefois pesante et spéculative, avait pris un nouvel élan. L'inspecteur Grave agissait maintenant avec plus de détermination, son attitude était sèche et concentrée. Le mystérieux colis, suivi par les archives postales, avait été expédié depuis une boîte aux lettres à Milchesterno, sans surveillance. Mais un graphologue, dépêché discrètement, avait confirmé une correspondance probable. Il appartenait, non pas à Lydia Brent comme certains l'avaient soupçonné, mais à Clara Vaughan. Grave ne bougea pas immédiatement. Il n'était pas encore prêt à accuser. Il n'y avait aucune preuve directe que Clara ait touché le coussin, seulement qu'elle l'avait probablement envoyé. Il lui fallait plus. Quelque chose de décisif. C'est là qu'intervint Miss Marple. Elle avait passé sa matinée à rédiger un court mot. Son écriture, soignée et délicate, disait ma chère Clara, « Je crois que nous devons nous parler en privé. Il y a des choses que je sais qui ne resteront pas cachées éternellement. Veuillez venir prendre le thé à 3h30. » Elle le parcourut elle-même,
le glissant dans la fente à lettres en laiton de l'ancienne maison familiale des Hartridge, où Clara logeait actuellement. Puis elle retourna à son cottage et attendit. La table était dressée avec des gâteaux au thé parfumé à la lavande et des gouttes de sucre d'orge dans un bol en verre taillé. La nappe en dentelle était fraîchement repassée. La théière de Darjeeling fumait doucement. Mais ces petits rituels agréables n'étaient pas une question d'hospitalité. C'était la mise en scène de Miss Marple. À 3h28 précise, on frappa. Miss Marple ouvrit la porte et trouva Clara debout, vêtue d'un impeccable manteau bleu marine, son chapeau fermement épinglé, l'air d'une légère impatience mêlée d'une suspicion mal dissimulée. « Vous vouliez me parler ?» dit Clara en entrant. « Oui, ma chère. J'ai pensé qu'il valait mieux être franche. » Clara s'assit sur la chaise face à l'autre. « Je vous écoute. » Miss Marple versa le thé avec précaution et lui tendit une tasse. Puis elle s'assit. « J'ai pensé, » commença-t-elle, « à Madame Bradstone, à la façon dont une femme d'une telle lucidité, d'une telle obstination, avait pu modifier son testament si soudainement. Et pourquoi elle le ferait sans donner d'explication à la nièce qu'elle avait longtemps qualifiée d'héritière. La voce de Clara Sepinka. « Oui, c'est un mystère, n'est-ce pas? Dit Miss Marple. Et pourtant, quand on considère le comportement humain, surtout les ressentiments de longue date, le mystère commence à s'amenuiser. » Clara ne dit rien. Elle ne vous faisait pas confiance, n'est-ce pas? Poursuivit Miss Marple d'une voix calme. Elle vous faisait confiance autrefois. Mais quelque chose s'est produit. Quelque chose qui l'a fait changer d'avis. Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Non? Alors imaginons un scénario. Imaginez une femme qui a autrefois trouvé un jeune parent charmant, compétent, voire prometteur. Mais avec le temps, elle voit des choses, des choix faits, des dettes contractées, peut-être une certaine froideur émotionnelle. Elle reconsidère. Elle commence à s'inquiéter de l'avenir de sa fortune. Elle cherche quelqu'un qu'elle considère comme ayant des principes. Honey, Clara eut un petit rire. Miss Brent, elle la connaissait à peine. Peut-être, dit Miss Marple. Mais peut-être qu'une seule conversation peut laisser une impression durable, surtout quand on est habitué à n'entendre que des flatteries. Il y eut un silence, seulement rempli par le tic-tac de l'horloge de parquet et le léger tintement de la tasse de thé lorsque Miss Marple posa la sienne. « Tu sais, dit-elle, j'ai toujours cru que ce ne sont pas les grands gestes qui révèlent la culpabilité, mais les petits écarts. » Clara S.E. rated. Quels écarts? La voix de Miss Marple était douce. « Tu as dit que la police avait trouvé du fil de soie dans les réserves de la classe de Miss Brent. Mais cette information n'avait pas été rendue publique. Comment le savais-tu? » Clara ne répondit pas. Miss Marple se pencha légèrement en avant, le regard calme et fixe. « Je pense que tu avais peur. Non pas de Miss Brent, mais d'être exclue. De perdre ce que tu croyais t'appartenir. Et je pense que tu as agi. Pas imprudemment, mais avec une intention froide. Tu as envoyé un cadeau qui n'éveille aucun soupçon. Un coussin, fait main, avec une substance presque impossible à tracer dans les quantités utilisées. De la poudre de digital cousue dans le rembourrage, masquée par de la lavande séchée. Tu n'as aucune preuve, dit Clara à voix basse. Je n'en ai pas besoin, dit Miss Marple doucement. Mais la police, elle, si. Ils vont poser d'autres questions maintenant. À propos de tes achats à Manchester. À propos du fil de soie assorti à l'ensemble que tu as offert à ta cousine pour son anniversaire l'année dernière. À propos du cours de calligraphie que tu as suivi il y a 3 ans au collège communautaire, qui t'a appris à dissimuler l'écriture. Clara se leva brusquement, sa tasse de thé cliquetant contre la soucoupe. C'est scandaleux. Tu m'accuses de meurtre. Je te demande, dit Miss Marple doucement, pourquoi tu as choisi cette voie. Pourquoi ne pas simplement contester le testament? Pourquoi prendre autant de risques? Il y eut un long silence. Clara n'y bougeait pas. La lumière avait déplacé le soleil, autrefois chaud et oblique à travers les fenêtres, maintenant disparu derrière le premier voile de nuages du soir. Quand Clara parla enfin, sa voix était basse. Elle me traita de frivole. Dit que j'étais égoïste, indigne de son nom.
Elle m'expliqua qu'elle avait modifié le testament pour faire passer un message. Puis elle sourit, de son horrible sourire compatissant. « Je vois, » dit Miss Marple, non sans gentillesse. « Alors tu as décidé de faire passer un message en retour. »« Elle ne m'a rien laissé, » dit Clara avec amertume. « Après toutes ces années passées à lui rendre visite, je lui tenais compagnie. Tout le monde s'attendait à ce que j'hérite de la maison, même si elle l'avait répété des dizaines de fois. Puis elle se retourne et la donne à une institutrice qu'elle connaît à peine. « Qu'auriez-vous fait ?» Le regard de Miss Marple ne vacilla pas. « Pas ça. » Loose silence retomba. Puis Clara se retourna brusquement et se dirigea vers la porte. « Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Si vous voulez aller à la police, faites-le. Je l'ai déjà fait. » Clara se figea, la main sur le chambranle. « Voyez-vous, » dit Miss Marple doucement, « je savais que vous viendriez aujourd'hui. Et je savais que vous ne pourriez pas résister à l'envie de vous défendre, pas contre moi. Vous vous souciez toujours de l'opinion des gens. C'est pour ça que le silence s'imposait, n'est-ce pas? Pas d'histoire, pas de confrontation, juste un déménagement. » Clara se retourna et, pour la première fois depuis son arrivée, son sang-froid se brisa. Ses yeux étaient vitreux, sa respiration haletante. « Je ne voulais pas que ça la tue, » dit-elle. « J'ai pensé que ça la rendrait malade. Secouez-la. Fais-lui comprendre qu'elle n'était pas invincible, qu'elle avait commis une erreur. Mais tu savais que son cœur était faible. Elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle le disait toujours. » Miss Marple hocha la tête. Elle l'était. Mais le ressentiment, ma chère, n'est pas une force. Il ronge de l'intérieur. Ce soir-là, tandis que Clara Van était discrètement escortée à Milchester par l'inspecteur Grave, le village accueillit la nouvelle avec un mélange de soulagement et de consternation. Un crime avait été découvert, certes, mais pas par un couteau ensanglanté ou une porte défoncée, mais par un simple fil, une bouffée de lavande et une vie passée à observer les gens alors qu'ils croyaient que personne ne les remarquait. Au presbytère, le révérend Hartridge récita une prière pour l'âme d'Edith Bradstone. À l'auberge du White Hart, Ronald Grieve commanda une autre pinte, soulagé que les soupçons les quittaient. Lydia Brent retourna dans sa salle de classe silencieuse, les mains à nouveau fermées, préparant sa leçon du matin. Et dans sa chaumière au bord de la verdure, Miss Marple se remit à tricoter. Il restait encore une chose à dévoiler, une dernière pièce à assembler. Mais la tapisserie de la folie humaine était presque achevée. Le lendemain matin commença comme si de rien n'était. Laubessi leva, dun rose tendre, sur Little Dithering. Les cheminées des chaumières lançaient de paresseuses volutes de fumée, et la cloche de l'église sonna 8 heures avec sa grâce mélodieuse habituelle. Le pain fut livré. Le courrier sort. Les enfants se rendaient péniblement à l'école, leurs cartables rebondissant derrière eux comme des chiots fatigués. Et pourtant, sous la surface ordonnée du village, subsiste une faire-taire, une inspiration collective, un silence qui attendait d'être relâché. Au Spotted Hund, où les habitants se réunissaient habituellement pour des potins de midi déguisés en déjeuner, les sujets habituels, la rotation des cultures, les bancs du conseil et la météo avaient été remplacés par un seul sujet caravane. La nouvelle s'était répandue. Pas officiellement, bien sûr, l'inspecteur Grave n'était pas du genre à faire des scènes. Mais à Little Dithering, la vérité avait rarement besoin d'une sanction officielle. Clara avait été emmenée. Je suis inquiète. Et bien qu'aucune accusation n'ait encore été portée, l'heure était venue, comme on dit. Pourtant, un étrange malaise subsistait. Une question qui n'avait pas encore trouvé de réponse. Pourquoi, murmuraient certains, Madame Bradstone avait-elle modifié son testament si soudainement? Si elle était vraiment déçue par Clara, pourquoi ne pas nommer un proche, quelqu'un de sûr? Pourquoi Lydia Brent, qui avait à peine figuré dans son entourage? Et pourquoi avait-elle choisi de ne rien révéler à personne de ce changement, pas même à son avocat jusqu'au tout dernier moment? Telles étaient les questions que Miss Marple se posait, debout dans son jardin, taillant les têtes fanées de ses rosiers. Elle portait son chapeau de paille noué sous le menton et une paire de gants de jardinage trop fins pour être pratiques,
mais trop sentimentaux pour être remplacés. À 10h30, comme appelé par la pensée, l'inspecteur Grave arriva. Il reste un moment à la grille avant que Miss Marple ne lève les yeux. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle, comme s'ils n'étaient que des voisins rencontrés par hasard. « Vous avez l'air de porter le poids des 10 commandements. » Grave esquissa un sourire crispé et entra dans le jardin. « Nous avons inculpé Clara Van, dit-il doucement, soupçonnée de tentative de meurtre. Il n'y a pas d'aveu, mais les preuves, le fil, le colis postal, l'écriture suffisent pour poursuivre. » Miss Marple hocha la tête. « Mais quelque chose vous trouble encore. » Grave la regarda en fronçant légèrement les sourcils. « C'est Lydia Brent. Elle a été innocentée, bien sûr. Aucune preuve ne la liait. Mais elle est venue me voir hier soir et a dit quelque chose d'étrange. »« Ah bon ?» Elle m'a demandé si j'avais vu le testament original. « Pas le nouveau, d'il y a 3 ans. Celui qui porte le nom de Clara. Et vous ? J'ai vu la copie déposée par M. Penrose. » Mais Lydia a dit quelque chose d'étrange. Elle a dit se souvenir que Madame Bradstone avait un jour mentionné un codicille, un ajout à l'Ancien Testament. Elle pense qu'il a pu être détruit. Détruit par qui? Elle soupçonne Clara? Bien sûr. Mais il n'y a aucune preuve. Pourtant, cela n'explique pas pourquoi Madame Bradstone a choisi Lydia au départ. Qu'est-ce qui l'a poussé à lui faire une confiance absolue? Mademoiselle Marple a retiré ses gants et s'est épousseté les mains. « Voulez-vous savoir ce que j'en pense ?» a-t-elle demandé. « Toujours, » a dit Grave. « Je crois que le changement d'avis de Madame Bradstone n'a pas été soudain du tout. Je pense qu'il a été long à mûrir. Mais comme pour beaucoup de décisions prises tard dans la vie, il a été gardé secret. Non pas par secret, mais par réflexion. Elle s'est arrêtée, son regard s'est posé sur les roses trémières. Elle se sentait seule, vous savez, malgré les visiteurs, les cartes de Noël. La solitude n'est pas toujours synonyme d'absence. Parfois, c'est de ne jamais être vraiment vu. Clara, malgré tout son charme, n'a jamais vu Edith pour ce qu'elle était, seulement pour ce qu'elle pouvait offrir. Et Miss Brent. Miss Brent n'avait aucune attente, dit Miss Marple doucement. Elle montrait du respect sans flatterie. Et lorsqu'elle est venue nous rendre visite au printemps dernier, une seule fois, attention. Du royaume, il apporta quelque chose que Madame Bradstone n'avait pas reçu depuis des années. Grace pencha la tête. Et qu'était-ce que c'était? La vérité. Mademoiselle Marple le conduisit à l'intérieur et sortit une petite enveloppe du tiroir de son bureau. Après l'arrestation de Clara, Sarah Gudjon est venue me voir avec ceci, m'expliqua-t-elle. Elle l'a trouvé caché dans un recueil de sonnets ayant appartenu à Madame Bradstone. Il n'est pas signé, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. Celle d'Edith. Grave déplia le mot et le lut à voix haute. À quiconque trouvera ceci, j'ai modifié mon testament. Non par malice, mais par clarté. J'ai vu en Mademoiselle Brent le genre de femme que j'espérais autrefois voir Clara devenir indépendante, morale, n'ayant pas peur de vivre sans ornement. Je regrette que Clara puisse considérer cela comme une trahison. Ce n'en est pas une. C'est simplement la vérité. Que l'avenir appartienne à ceux qui le méritent. Obé, Grave expirant lentement. Elle savait donc qu'il y aurait des conséquences. Elle en avait, dit Mademoiselle Marple en reprenant le mot. Mais elle espérait que la raison l'emporterait. Je crois qu'elle avait sous-estimé à quel point le sentiment du droit peut endurcir le cœur. Grave glissa le mot dans son manteau. Cela aidera dans l'affaire. Oui, répondit doucement Mademoiselle Marple. Bien que je doute que cela apaise l'amertume. Cet après-midi-là, le vicaire convoqua une réunion discrète à la salle paroissiale. Pas vraiment une commémoration. Plutôt un rassemblement. Un espace de réflexion. Les villageois arrivèrent, tous endimanchés, même si c'était jeudi. Mademoiselle Brent était assise au fond, calme et posée. Ronald Grieve restait à l'écart, observant déjà le manoir avec l'espoir que l'homologation tarde juste assez pour qu'il puisse s'y introduire. Sarah Gudjon apporta un petit bouquet d'œillets et le déposa dans un bocal près de l'entrée, à côté d'une photo encadrée de la veuve défunte.
Le révérend parla simplement de miséricorde et de prudence, de la nature délicate de la vérité et des dangers de l'envie. Nul besoin de nom. Tout le monde comprenait. Après cela, dans le silence qui suivit, tandis que les chaises raclaient et que les manteaux étaient enfilés, Miss Marple resta assise. Elle observait les mouvements des gens, leur silence, leur regard en coin. Et elle savait, comme toujours, que le village allait se calmer. Ne l'oubliez pas. Jamais ça. Mais calme. Dehors, les nuages étaient revenus, pâles et striés de violet, laissant présager de la pluie à la tombée de la nuit. Miss Marple rentra seule chez elle, d'un pas lent mais assuré. Les fleurs de sa jardinière commençaient à faner, et elle se fit un devoir de les arroser avant le soir. L'affaire, semblait-il, était close. Mais en atteignant le portail de son jardin, elle s'arrêta. Elle regarda de nouveau vers l'est, vers la route qui partait de Little Ditring. La nature humaine, pensa-t-elle, était comme ces rosiers, enclins à la sauvagerie s'ils ne sont pas soignés, magnifiques lorsqu'ils sont taillés avec soin, et, de temps en temps, douloureusement épineux. La semaine qui suivit l'arrestation de Caravan s'écoula avec l'étrange mélange de rapidité et de lenteur qui accompagne souvent la résolution d'un crime. La vie à Little Ditring reprit sa douce routine, comme toujours, mais avec un subtil changement dans l'air, un tranquille réajustement de la perception. On allait toujours à l'église le dimanche, on attendait toujours le courrier le matin et on allait chercher du lait au bout du chemin. Mais désormais, leurs salutations étaient teintées d'une certaine prudence. Les conversations prirent un ton plus pensif. Et on sentait vaguement que quelque chose dans le caractère du village, quelque chose d'invisible, avait été révélé et réorganisé. Dans le petit salon du cottage de Miss Marple, le rythme familier du thé et du tricot reprend. La vieille horloge faisant tic-tac, régulier et réconfortant. Un chat errant du quartier qui avait récemment pris goût au rebord de sa fenêtre, sommeillait au rayon de soleil juste derrière la porte ouverte. Miss Marple était assise tranquillement, une chaussette à moitié finie sur ses aiguilles, écoutant les carillons lointains de Saint Aldelme et le craquement occasionnel d'une charrette. Elle n'avait pas parlé de l'affaire depuis le rassemblement paroissial. Non pas qu'il n'y ait rien à dire, mais parce qu'elle savait que le village était encore en train de se calmer. Les dernières réflexions, comme la confiture, avaient besoin de temps pour mûrir. Il était un peu plus de 10 heures quand on frappa à la porte. Elle ouvrit la porte et trouva Lydia Brent debout, les épaules droites, les mains jointes devant elle. Son expression était calme, mais son regard portait une interrogation. « Je me demandais, dit Lydia, si je pouvais m'asseoir avec vous un moment. »« Bien sûr, ma chère, répondit Miss Marple. Entrez. La bouilloire vient de bouillir. » Elles s'assirent ensemble à la petite table, la vapeur s'échappant de leur tasse de thé. Pendant un instant, aucune des deux ne parla. Puis Lydia jeta un coup d'œil à la fenêtre et dit « Doucement vous arrive-t-il de vous sentir coupable de survivre à la haine des autres ?» Miss Marple marque une pause. « C'est une question très particulière. J'ai pensé, continua Lydia, à Clara et à Edith. Et c'est la raison de tout cela. Je n'arrête pas de me demander ce que j'ai fait de mal. » Miss Marple repose doucement à ses tasses. « Vous n'avez rien fait de mal, Miss Brent. Mais je comprends ce réflexe. La culpabilité n'appartient pas toujours aux coupables. Elle est souvent empruntée à ceux qui étaient simplement présents. » Lydia baissa les yeux sur ses mains. Je l'admirais. Je ne la connaissais pas bien, mais j'aimais sa maîtrise de soi. Son intelligence. Et maintenant, j'ai l'impression d'être dans une maison bâtie sur des cendres. Pas des cendres, ma chère. Du changement. Miss Marple se leva et se dirigea vers le bureau, où une petite enveloppe cachée reposait dans le tiroir. Elle revint et la tendit par-dessus la table. Elle vous a écrit ceci. On l'a retrouvée cachée dans son journal de jardinage, visiblement placée là avant sa mort. On m'a demandé de la conserver jusqu'à la fin de l'enquête. Lydia ouvrit l'enveloppe avec précaution et lut le bref mot qu'elle contenait. Ses yeux s'embuèrent, mais aucune larme ne coula. Elle me remercia, murmura Lydia.
de lui avoir dit la vérité, de ne pas l'avoir ménagé. Juste une visite et une conversation de 5 minutes. Parfois, disait Miss Marple, un inconnu vous voit plus clairement qu'un parent. Elles restèrent assises en silence un moment, le chat maintenant lové au pied de Lydia. Plus tard, Lydia demanda « Crois-tu que Clara ait jamais eu l'intention de la tuer ?» Vraiment? Le regard de Miss Marple se porta sur le jardin derrière la fenêtre, où les roses courbaient au vent. Je crois que Clara voulait l'effrayer, pour lui prouver quelque chose. Mais elle voulait aussi l'héritage. Et ce désir transforma ce qui aurait pu être un avertissement en arme. Les motivations, voyez-vous, ne sont jamais aussi nettes que le prétendent les romans. Elles sont superposées, comme un gâteau éponge sucré sur le dessus, mais plus lourd à mesure qu'on creuse. Lydia esquissa un léger sourire. Et maintenant, je suis l'héritière de tout. La maison, les terres. Tout. Oui, dit Miss Marple. Et il est à vous, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous ne l'avez jamais fait. Cet après-midi-là, alors que Miss Marple traversait le village en direction du bureau de poste, elle croisa le révérend Hartridge qui s'occupait de son jardin. Il se redressa, hocha la tête et dit « Ces dernières semaines ont été étranges, Miss Marple. »« Oh oui, répondit-elle. Étranges et révélatrices. Pensez-vous, demanda-t-il, que nous ayons appris quelque chose ?» Miss Marple haussa doucement les épaules. « Je l'espère. Mais apprendre n'est pas la même chose que se souvenir. On a tendance à oublier quand la distraction suivante survient. » À la poste, Madame Holloway se pencha en avant par-dessus le comptoir. « Je suppose que c'était Clara Vane depuis le début, » dit-elle. « Je n'ai jamais aimé la façon dont elle portait ses gants, trop serrés. Toujours signe de tension. Miss Marple's sourit Parliament. Ou simplement des doigts froids. Pourtant, poursuivit Madame Holloway, c'est drôle comme nous nous attendions tous à ce qu'elle hérite. Et puis cette Miss Brentson, si silencieuse, si banale, finit par avoir tout le manoir. Peut-être, dit Miss Marple d'un ton doux, devrions-nous passer moins de temps à juger ce qui est en surface. Elle quitta le bureau de poste et rentra chez elle juste avant qu'une légère bruine ne commence à tomber. L'odeur de la pluie sur les pierres chaudes montait du chemin. Elle se réinstalla dans son salon, son tricot à la main. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans la façon dont le mystère s'était dévoilé, non pas bruyamment, sans grande violence, mais avec la lente et inévitable révélation de la nature humaine. Ce n'était pas la vengeance qui avait fait éclater la vérité, ni même la justice dans son sens le plus dramatique. C'était une observation, une attention calme et constante aux détails. Autant aux petites incohérences que tout le monde ignorait. Et sous tout cela, une certitude qu'elle avait apprise depuis longtemps, on se montre toujours, si l'on sait regarder. Ce soir-là, Miss Marple écrivit une courte lettre à son neveu Raymond, à Londres. « Mon cher garçon, la vie à Little Ditring a repris son cours habituel, malgré une histoire plutôt malheureuse impliquant un testament, un coussin et une broderie maladroite des plus désagréables. Je te raconterai toute l'histoire lors de notre prochaine rencontre, même si j'imagine que quelqu'un en écrira d'abord un roman à peine voilé. Cela m'a rappelé à point nommé combien les gens sont compliqués et combien il ne faut pas se fier aux apparences. Affectueusement, Tante Jane. » Dehors, le village brillait sous la douce lumière des lampadaires, la brume ondulant à nouveau le long des lisières de verdure. Et dans les chaumières et les recoins où avaient jadis persisté des secrets, seul le silence régnait désormais. Les roses du jardin de Miss Marple se balançaient doucement au vent, inconscientes du rôle qu'elles avaient joué dans la découverte d'un meurtrier. Et Miss Marple, toujours calme, toujours vigilante, se remit à tricoter avec la satisfaction tranquille d'un mystère résolu non pas par un cri, mais par un murmure. L'air matinal embaumait le parfum des roses et de la lavande chauffée par le soleil, tandis que le village de Little Ditring se préparait pour l'événement le plus attendu de la saison, la garden party annuelle au presbytère. Les tables croulent sous le poids des trifles aux fruits, des scones à la crème épaisse et des assiettes de saucisses roulées, déjà dégustées malgré le début officiel dans une demi-heure. Les enfants se précipitent entre les transats et les banderoles,
tandis que les adultes sirotent du thé et partagent les nouvelles avec cette discrétion que seuls les villageois anglais peuvent maîtriser. Miss Jane Marple était assise sous un parasol rayé, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Vêtue d'un cardigan bleu pâle et d'un chapeau orné d'une modeste branche de muguet, elle apparaissait, comme toujours, l'incarnation de l'indifférence distinguée. Pourtant, ses yeux pâles, perçants et scrutateurs, observaient la scène avec une précision tranquille. « Je trouve cela vraiment dommage », murmura Madame Agnès Crowley en s'installant à côté d'elle avec une assiette de biscuits Victoria. Tout cet argent, et pas de famille à proprement parler. Pourtant, je suppose qu'il doit bien aller quelque part, n'est-ce pas? Miss Marple sourit doucement. L'argent voyage rarement sans laisser de traces, chère Agnès. Ils parlèrent, bien sûr, de Madame Edith Bradstone, la figure la plus énigmatique du village. Veuve fortunée, amoureuse des vieilles dentelles, du Kérès et de la compagnie de ses roses, elle vivait dans le manoir drapé de lierre de Wetherby-Lane, rarement vue, sauf pour la messe du dimanche ou pour un bref échange avec le garçon épicier. La rumeur courait autour d'elle comme une brume sur la lande d'une fortune léguée par son défunt mari, un conflit familial depuis longtemps enfoui. Et, plus récemment, l'idée qu'elle avait réécrit son testament. La veuve elle-même n'était pas présente, bien qu'elle ait envoyé un mot d'excuse et un don de 2 guinées au fond pour le toit de l'église. Le vicaire, le révérend Mark Hartridge, lut sa lettre à voix haute avec la solennité de circonstance, mais même lui semblait perturbée. « Elle n'a jamais manqué, » dit Madame Crowley en léchant ses doigts de confiture. « Elle a toujours aimé les tartelettes au citron. » Mademoiselle Marple hocha simplement la tête, son regard s'arrêtant un instant sur la femme du vicaire, nerveuse, peut-être surexcitée, puis se tournant vers Mademoiselle Lydia Brent, l'institutrice du quartier, qui se tenait raide à l'écart des autres, le regard fixé sur le chemin au-delà de la haie. À 4h30 précises, l'atmosphère changea. Une petite silhouette descendit précipitamment le chemin depuis le manoir. Sarah Gudjon, la femme de chambre de la veuve, le bonnet de travers, les joues rouges de panique. « S'il vous plaît, que quelqu'un vienne vite. C'est Madame Bradstone. Elle ne se réveillera pas. » Un silence soudain s'installa, rompu seulement par le cliquetis des aiguilles de Mademoiselle Marple qui s'arrêtait en plein milieu d'une piqûre. Quelques instants plus tard, tandis qu'un groupe de villageois suivait la servante dans Wetherby-Lane, Miss Marple se releva lentement, comme si ses os lui faisaient mal, mais son esprit était sain et sauf. Elle avait vu les signes, entendu les murmures, observé les schémas changeants sous la surface de la vie du village. Et maintenant, un décès, ou peut-être pire. Les nouvelles se propagent à une vitesse indécente à Little Ditring, surtout lorsqu'elles concernent les riches ou les solitaires. Et à la tombée de la nuit, tout le village savait que Madame Edith Bradstone était morte. La déclaration officielle, relatée avec une gravité modérée par le docteur Llewellyn, le médecin généraliste du village, si longtemps éprouvé, était d'origine naturelle, en attendant des examens plus approfondis. Mais tous ceux qui savaient quelque chose, et à Little Ditring, la plupart croyaient le savoir, chuchotaient déjà derrière des tasses de thé et des rideaux tirés. Et ce qu'ils chuchotaient n'était pas gentil. Meurtre? Le mot n'avait encore franchi les lèvres de personne, mais il planait, muet mais électrique, comme l'odeur d'un orage qui approche. La veuve Bradstone, après tout, était en pleine forme à peine 2 jours auparavant. On l'avait vue se promener dans son jardin, s'adressant d'un ton sévère mais poli au nouveau jardinier, Matthew Finch, et passant même une commande brève mais pleine d'entrain chez le primeur pour ses groseilles blanches préférées. Une mort naturelle, à un tel moment, semblait bien trop opportune. Ce soir-là, le Spotted Hound, le lieu de prédilection du village, était plus bondé que d'habitude pour un lundi. Les pintes étaient tirées avec un enthousiasme débordant, et même le révérend Hartridge avait, avec une solennité inhabituelle, accepté un verre de bitter. Comme prévu, les conversations locales tournaient autour du manoir de Wetherby et de la mort qui avait frappé si soudainement. « C'est le testament, je parie », marmonna Albert Teeing, le boucher,
en se penchant d'un air conspirateur vers l'institutrice. Elle a modifié, n'est-ce pas? J'ai appris par le cousin germain de Madame Caldicott, celui qui travaille chez Carrington et Boé, le cabinet d'avocats, qu'Edith Bradston avait fait refaire des papiers la semaine dernière. Mademoiselle Lydia Brent plissa les yeux, sirotant son panaché avec une nervosité inhabituelle. Si c'est vrai, plus d'une personne pourrait espérer qu'elle rende son dernier soupir. Plusieurs hochèrent la tête. Et pourtant, malgré le murmure des théories, personne ne s'exprima avec certitude. Personne ne savait vraiment ce que contenait le testament de la veuve, si tant est qu'il ait été modifié. Dans sa chaumière, à l'orée de la place du village, Mademoiselle Marple était assise près d'un petit feu avec une tasse de lait chaud, ses aiguilles au repos pour une fois. Elle avait passé l'après-midi à offrir un soutien pratique à une Sarah Gudgeon bouleversée, à s'enquérir discrètement de l'état de la maison et à écouter les hésitations de ceux qui souhaitaient partager leurs impressions. Sarah avait trouvé la veuve peu après 16 heures, dans le petit salon, près des portes-fenêtres. La pièce sentait la rose et le cirage, et Madame Bradston était assise dans son fauteuil à haut dossier, la tête légèrement affaissée. Il n'y avait eu aucun signe de lutte, pas de verre brisé, pas de cri, seulement un silence absolu. D'après Sarah, elle avait appelé 2 fois, secoué doucement l'épaule de la veuve, puis couru jusqu'à la garden party. Miss Marple avait accompagné le docteur Llewellyn au manoir peu après. Elle n'avait posé qu'une seule question, très doucement, alors qu'elle se tenait devant la porte close du petit salon. Y avait-il une tasse à côté d'elle? Le docteur Llewellyn avait semblé surpris, puis pensif. Oui, une tasse de thé en porcelaine. Il restait encore un peu de liquide à l'intérieur, mais je doute qu'il ait fait chaud à mon arrivée. Miss Marple avait hoché la tête, le regard indéchiffrable. Madame Bradston prenait souvent du cordial de fleurs de sureau avec une goutte de gin après le déjeuner. Elle avait dit un jour que cela l'aidait à affronter les ennuis. Le médecin émit un son évasif et retourna à ses notes. À présent, tandis que le feu crépitait doucement, Miss Marple était assise en silence. Elle n'était pas du genre à bavarder, mais elle en comprenait la nature et comprenait comment, curieusement, cela servait de carte du comportement humain. Qui parlait le premier et ce qu'il choisissait de dire en disait souvent bien plus que les mots eux-mêmes. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. C'était l'inspecteur Grave de Manchester, convoqué par téléphone dès que le décès avait été jugé digne d'une enquête plus approfondie. Grand homme sérieux, aux cheveux blonds roux et à l'expression méfiante, il avait l'air de quelqu'un qui s'était habitué à avoir raison et qui regrettait les rares fois où il n'avait pas raison. « Bonsoir, Miss Marple, dit-il en touchant le bord de son chapeau. Je ferais mieux de passer. Vous connaissiez bien le défunt, je suppose? Aussi bien que quiconque, répondit Miss Marple en s'écartant pour qu'il puisse entrer. C'est-à-dire pas terriblement. Edith Bradston était une femme qui considérait la vie privée comme une vertu et le secret comme une force. Grave émit un grognement et prit la chaise qu'elle lui offrait. Le docteur Llewellyn dit qu'il pourrait s'agir d'un problème cardiaque. Mais il y a quelque chose qui cloche. Sa femme de chambre a trouvé les portes verrouillées de l'intérieur, les fenêtres verrouillées, aucun signe d'effraction ou de lutte. Mais nous avons fait venir le coroner, bien sûr. J'imagine que vous allez poser des questions sur le testament. Graves House à Unsourcel. Alors tout le village est déjà au courant. Petite indécise, dit Miss Marple doucement, n'a jamais été longtemps dans l'ignorance. L'inspecteur eut un sourire sec. Que pouvez-vous me dire de sa maisonnée? Il y avait Sarah, la femme de chambre, qui était avec elle depuis un peu plus d'1 an. Une fille discrète, assez honnête, mais pas particulièrement intelligente. Puis le jardinier était fraîchement embauché, à peine sorti de l'école. Madame Bradston gérait la plupart des choses elle-même. Elle aimait garder le contrôle. Et la famille? Ah, dit Miss Marple en joignant les mains. Voilà un sujet délicat. Elle avait une nièce, Clara Van, qui lui rendait visite assez irrégulièrement. Et un cousin germain, Ronald Grieve, qui ne se présentait que lorsqu'il avait besoin d'argent. Clara est pragmatique, quoique quelque peu calculatrice.
Ronald est moins pragmatique et bien plus calculateur. Grave prit une note. Pensez-vous que l'un ou l'autre avait des raisons de souhaiter la mort de la veuve? Miss Marple marque une pause, son regard se portant vers la cheminée. Je pense, dit-elle lentement, que beaucoup de gens avaient des raisons d'espérer que Madame Bradstone leur lègue quelque chose. Que l'espoir mène à l'action est une autre affaire. Savez-vous si le testament a été modifié? Je l'ignore. Mais je crois que M. Penrose, le notaire, a été vu en visite au manoir il y a 3 jours. Lui et Madame Bradstone ont eu plusieurs conversations au fil des ans pour remettre les choses en ordre. On se demande si elle l'a finalement fait. Grave se levèrent. Je lui parlerai demain. Et la famille? Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, Miss Marple ajouta doucement: méfiez-vous des premières impressions, inspecteur. Elles sont souvent commodes, fausses. Après son départ, elle retourna à sa chaise, relevant son tricot. Dehors, le vent agitait le lierre sur le rebord de sa fenêtre, et depuis le cimetière, les cloches commencèrent à sonner à 8 heures. Quelque part, caché dans les plis polis de la vie villageoise, se cachait un mobile. Peut-être plus d'un. Et les mobiles, Miss Marple le savait, étaient comme les mauvaises herbes. Ils poussaient mieux là où on les attendait le moins. Le lendemain matin, le ciel était gris et anormalement frais, une fine brume ondulait le long des haies et se déposait sur les toits de tuiles de Little Ditring. C'était le genre de temps qui semblait apaiser le monde, enveloppant le village d'un calme feutré qui reflétait l'atmosphère laissée par la mort de Madame Bradstone. À 8h30 précises, l'inspecteur Grave retourna au manoir de Wetherby avec le sergent Flett, un homme corpulent et peu bavard qui avait servi l'inspecteur pendant plus de 10 ans et qui se targuait de son sens aigu du détail, même si celui-ci se limitait souvent à des empreintes de pas et à des portes non verrouillées. Ils furent accueillis par Sarah Gudjon, pâle mais posée, les mains tordant le bord de son tablier. Elle les conduisit dans le petit salon où Madame Bradstone avait été retrouvée. La pièce avait été rangée, mais il y flottait un léger parfum de roses séchées et de fleurs de sureau accrochées au tissu. Le fauteuil à haut dossier était toujours dans la même position, orienté vers le jardin, au-delà des porte-fenêtres. Une petite table d'appoint portait une délicate tasse à thé en porcelaine tendre, froide et intacte, avec de légers résidus à l'intérieur. Grave s'accroupit à côté, renifla doucement et jeta un coup d'œil à Flett. « Prenez ceci et mettez-le dans un sac pour le labo. »« Monsieur, » dit Flett en sortant une enveloppe en papier. « Rien d'inhabituel hier matin. Mademoiselle Gudjon ?» Grave se tourna vers Sarah, dont les doigts restaient crispés. Elle déglutit. « Non, monsieur. Pas tout de suite. Je lui ai apporté son plateau habituel juste après le déjeuner, un peu de jambon, des fruits et son sirop. Elle était de bonne humeur, monsieur. Elle a dit qu'elle pourrait travailler à sa broderie. L'avez-vous revue avant de la trouver? Non, monsieur. Je repassais à l'étage. Je ne suis descendu que lorsque j'ai remarqué qu'il était plus de 16 heures et que je n'avais pas entendu sa sonnette. A-t-elle reçu des visites récemment? Des appels? Des lettres? Sir Hazai. Monsieur Penrose est venu vendredi dernier. L'avocat. Ils se sont rencontrés près d'1 heure dans le bureau. Et puis Mademoiselle Clara est arrivée le lendemain matin. Se sont-ils disputés? Demanda Graves. Non, monsieur, pas à ce que j'ai entendu. Mademoiselle Clara n'est pas restée longtemps. Elle est partie, l'air pensif, je suppose. Étage M. Ronald Grieve. Je ne l'avais pas vu depuis des mois, jusqu'à son arrivée hier soir. Après son décès, il est juste entré comme s'il attendait un dîner. Grave griffonna quelque chose dans son carnet. Merci, Mademoiselle Gudjon. Ce sera tout pour le moment. Après le départ de Sarah, il se leva et parcourut lentement la pièce. Aucun signe d'entrée extérieure. Portes et fenêtres étaient verrouillées. Quoi qu'il soit arrivé, c'est arrivé ici. Le sergent Flett hocha la tête. C'était peut-être naturel, monsieur. Mais trop soigné, à mon avis. Exactement. Graves replia son carnet. Voyons ce que M. Penrose a à dire. Plus tard dans la matinée, Mademoiselle Marple sortit sur la place du village, son panier à provisions à la main.
Son expression était sereine, mais son pas était déterminé. Elle s'arrêta d'abord chez le boulanger pour un petit pain, puis chez le primeur pour une botte de carottes de printemps dont elle n'avait pas vraiment besoin. À chaque arrêt, elle échangeait des civilités, acceptait les condoléances pour la perte soudaine d'une chère connaissance et écoutait. Les gens parlaient plus librement que la veille. La rumeur s'était répandue que l'inspecteur fouillait, que la tasse de thé avait été saisie pour analyse et que Ronald Grieve s'était présenté sans y être invité. Et plus d'un spéculait à voix haute sur qui en tirerait profit. Au bureau de poste, mademoiselle Marple s'attarda plus longtemps que d'habitude, s'enquérant ostensiblement d'un magazine londonien en retard. Madame Holloway, la receveuse des postes, une femme aux opinions larges et au goût du spectacle, se pencha par-dessus le comptoir et baissa la voix pour murmurer confidentiellement. « J'ai appris de source sûre, c'est-à-dire Madame Burnham, qui fait le ménage chez M. Penrose, que le testament avait été modifié. Pas l'année dernière, la semaine dernière, et pas en faveur de Mademoiselle Clara, comme tout le monde s'y attendait. Mademoiselle Marple émet un légio d'un intérêt poli. Non, chuchota Madame Holloway, les yeux écarquillés. Apparemment, il y a un tout nouveau nom, quelqu'un qui n'est même pas de la famille. Je ne sais pas qui Madame Burnham n'a pas vu les détails, mais n'est-ce pas étrange? Étrange, en effet, murmura Mademoiselle Marple. On se demande pourtant ce qui a bien pu faire changer d'avis une femme comme Edith Bradstone après toutes ces années. Madame Holloway se redressa, fière d'avoir livré un excellent potin. C'est bien là toute l'énigme, n'est-ce pas? À midi, Mademoiselle Marple avait soigneusement catalogué tous les bavardages du village, chaque bribe s'insérant délicatement dans un répertoire mental de motivation, de chronologie et de tempérament. Mais elle avait appris, au fil des années, que les ragots n'étaient que le début d'une piste, et non la fin. Pendant ce temps, l'inspecteur Grave et le sergent Flett étaient assis dans le bureau de Penrose et Boé, entourés de volumes juridiques et du tic-tac d'une horloge de parquet. Lionel Penrose, un homme chauve avec un tic nerveux au coin des lèvres, ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge. Oui, le testament avait été modifié, confirma-t-il, mercredi dernier. Madame Bradstone m'avait contacté 2 jours auparavant pour demander un rendez-vous privé. Et qu'est-ce qui avait motivé ce changement? Demanda Graves. Je crains de ne pouvoir en parler. Elle a simplement dit qu'après réflexion, elle souhaitait prendre des dispositions qui lui semblaient plus équitables, comme elle le disait. Semblait-elle agitée? Percy? Non, non. Calme. Déterminée. Je connais Edith depuis 20 ans. Elle n'a jamais été du genre à se laisser influencer. Qui est la nouvelle bénéficiaire? Demanda Graves. Penrose hésita. Je ne devrais pas le révéler avant l'homologation. Mais dans les circonstances, c'était Mademoiselle Lydia Brent. Grave se rassit, les yeux plissés. L'institutrice? Oui, plutôt surprenant. À ma connaissance, elle n'était pas proche, mais Madame Bradstone a dit du bien d'elle, elle a dit admirer sa personnalité. L'inspecteur fronça les sourcils. Mademoiselle Brent savait-elle qu'on la nommait? Je n'y crois pas. Très bien, dit Grave. Merci, Monsieur Penrose. Il nous en faudra une copie pour le dossier. Alors que l'inspecteur et son sergent sortaient dans la rue, Grave murmura à Mademoiselle Lydia Brent, entre toutes. Quel est son lien? On pourrait le lui demander, dit Flett sèchement. Pas encore. Voyons d'abord si Miss Marple sait quelque chose. De retour à son cottage, Miss Marple venait de s'installer avec une théière lorsqu'on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva de nouveau l'inspecteur Grave, l'air pensif. « Je me demande si je peux vous demander votre avis, dit-il. Miss Marple sourit. « Bien sûr, inspecteur. Même si j'ose dire que vos ressources officielles dépassent les miennes. » Il entra. « Vous aviez raison au sujet du testament. Il a été modifié. La bénéficiaire est Lydia Brent. » Miss Marple ne manifesta aucune surprise. Elle versa du thé dans 2 tasses. « Et vous trouvez cela étrange? » Miss Marple remua doucement son nez. « Peut-être, mais on admire souvent chez les autres les qualités qui lui manquent.
Edith Bradston est valorisante la maîtrise de soi. L'indépendance. Miss Brent incarne ses qualités. Pourtant, dit Grave, un instituteur qui hérite d'une fortune soulève des questions. Oh, certainement, dit Miss Marple avec douceur. Mais il faut se demander ce qui a changé. Pourquoi maintenant? Grave se pencha en avant. Vous pensez qu'il y a eu un catalyseur? Les yeux de Miss Marple pétillèrent. À Little Ditring, inspecteur, il y a toujours un catalyseur. Le tout est de découvrir ce que c'était et qui cela affectait vraiment. Et tandis que les cloches de Saint Aldelme sonnaient midi, une certitude tranquille commença à prendre forme dans l'esprit de Miss Marple. Les morceaux étaient encore éparpillés, mais leurs contours commençaient à apparaître. Il y a eu un décès, un changement d'avis, un héritage réorganisé. Et quelque part, caché parmi les massifs de roses et les sourires polis, quelqu'un avait menti. Le début d'après-midi à Little Ditring était marqué par un calme instable. Bien que le soleil ait brièvement tenté de percer le ciel gris et obstiné, la chaleur habituelle du village avait été remplacée par quelque chose de plus fragile, une curiosité teintée d'appréhension. La mort de Madame Edith Bradston ne semblait plus un événement malheureux, mais naturel. Il y avait trop de murmures maintenant, trop de regards spéculatifs échangés dans la file d'attente de la boulangerie et par-dessus les haies du jardin. À l'intérieur de l'école, Mademoiselle Lydia Brent se tenait près du tableau noir, le regard vide fixé sur les exercices d'arithmétique à moitié effacés, laissés par la leçon du matin. La pièce, habituellement emplie du faible murmure des enfants et du traitement des crayons, semblait maintenant d'un silence oppressant. Elle n'avait pas bien dormi. Depuis que la visite de l'inspecteur chez le notaire était sans doute devenue publique, Lydia avait ressenti un étrange changement dans le regard des gens. Ce matin-là, Madame Crandall, de la laiterie, avait esquissé un sourire pincé, presque accusateur, et le vieux monsieur Trimble, qui saluait rarement qui que ce soit, avait levé son chapeau avec une politesse que l'on ne pouvait qualifier que d'exagérée. Lydia ignorait qu'elle figurait dans le testament de Madame Bradston. Aucune version de celui-ci. Leur connaissance s'était limitée à de brèves conversations occasionnelles à l'église, un signe de tête polie chez l'épicier. Mais Madame Bradston l'avait invitée à prendre le thé, près d'un an auparavant, pour discuter d'une recommandation pour l'un des fils de son jardinier, et Lydia avait admiré l'esprit vif et la dignité affirmée de la veuve. Pourtant, cette unique rencontre ne semblait guère constituer la base d'un héritage. De l'autre côté du village, l'inspecteur Grave s'était rendu à l'auberge du Cerf-Blanc, où Ronald Grieve avait élu domicile dans la chambre la moins chère disponible et savourait une pinte de bière matinale avec l'air suffisant d'un homme qui estimait que le monde lui devait plus qu'il ne lui avait jusqu'alors offert. Grave s'assit en face de lui sans cérémonie. « Monsieur Grieve, dit-il, vous avez été difficile à joindre. »« Je n'aime pas les télégrammes et les lettres, » dit Ronald en s'affalant dans son fauteuil. « Je viens quand on a besoin de moi. Vous êtes arrivé le soir du décès de votre cousin. C'est bien pratique. » Ronald plissa les yeux. « Je suis venu vous présenter mes respects. Que suggérez-vous? »« Rien. » Pourtant, répondit Grave d'un ton neutre. « Mais vous me pardonnerez de vous demander quand avez-vous parlé à Madame Bradston pour la dernière fois? Il y a des mois, peut-être plus. » Elle n'était pas du genre à bavarder chaleureusement. « Vous a-t-elle promis quelque chose? » Ronald eut un petit rire sec. « De l'argent, vous voulez dire? »« Non. Elle m'a clairement fait comprendre que j'étais une déception. Elle a dit que je lui rappelais le frère de son défunt mari, et ce n'était pas, je vous l'assure, un compliment. Mais vous êtes quand même venu? » « Je suis venu parce que j'ai entendu dire qu'elle était malade. Je me suis dit qu'on pourrait avoir besoin de moi. Ou, à défaut, je me suis renseigné. » Grave prit note. « Où étiez-vous l'après-midi de sa mort? »« Londres. Arrivé par la 510 en provenance de Manchester. Vous pouvez demander au portier si vous voulez. » Graves le regarda un long moment. « Je le ferai. » Ronald leva sa pinte en guise de salut et but une longue gorgée. Extérieurement, Ronald était indolent, insouciant. Mais derrière son affaissement habituel et son apathie répétée,
Grave voyait un ressentiment plus profond, peut-être, ou un sentiment de droit latent qui n'avait pas encore été satisfait. En milieu d'après-midi, le presbytère procède à sa propre réunion de compte. Le révérend Hartridge avait invité mademoiselle Marple à prendre le thé, soi-disant pour discuter des affaires de la paroisse, même si elle savait pertinemment qu'il souhaitait être rassuré. « Ma chère Miss Marple, dit-il en soulevant le couvre-théière de ses mains légèrement tremblantes. Cela a profondément perturbé la communauté. Je ne peux vous dire combien de paroissiens m'ont abordé avec des questions et des spéculations, des plus inappropriées. Mademoiselle Marple accepta sa tasse avec grâce. Le problème avec les spéculations, dit-elle doucement, c'est qu'elles tentent souvent de devancer les faits. Mais les faits, je trouve, sont généralement beaucoup moins dramatiques, mais tout aussi révélateurs. Le vicaire hésita. « Puis-je parler franchement ?»« Bien sûr. Je m'inquiète pour mademoiselle Brent. C'est une femme bien, une personne d'une grande moralité. Mais maintenant, eh bien, le village commence à murmurer. On dit qu'elle devait savoir, qu'elle a dû encourager la vieille dame. » Mademoiselle Marple secoua légèrement la tête. L'encouragement nécessite une ouverture. Et je ne crois pas qu'Edith Bradstone ait offert de telles choses à la légère. Vous la croyez donc innocente? Je pense, dit Miss Marple pensivement, que Miss Brent est prise en considération uniquement parce que son nom a été révélé en premier. Et les premières lueurs du jour sont souvent les plus trompeuses. Le vicaire hocha lentement la tête, rassuré par sa tranquille certitude. Pendant ce temps, au manoir, Sarah gudgeonnerait, épuisée et confuse. Elle avait reçu 2 notes ce jour-là, l'une de sa cousine de Lowetistle l'avertissant de ne pas trop en dire à la police, et une autre, non signée, qui disait simplement « Vous en avez vu plus que vous ne le pensez ». Elle ne montra la première à personne. Elle cacha la seconde derrière le cadre d'un tableau dans sa petite chambre mansardée, incertaine s'il s'agissait d'un avertissement, d'une menace ou de quelque chose de pire. Juste avant le coucher du soleil, Miss Marple remonta au Wetherby-Lan, silhouette lente mais posée dans son châle lilas. L'inspectrice lui avait, après tout, donné la permission d'observer. Et le manoir, bien que fermé à la plupart, n'avait jamais été totalement impénétrable pour quelqu'un qui avait le ton juste et l'air de savoir où il était. Elle trouva Sarah dans la cuisine, essuyant un plan de travail avec bien plus de force que nécessaire. « Ma chère, dit doucement Miss Marple, je me demande si vous auriez l'amabilité de vous asseoir un instant avec moi. » Sarah parut surprise, puis méfiante, mais elle hocha la tête. Elles s'assirent à la petite table près du poêle, la même table où Madame Bradstone prenait autrefois son petit déjeuner simple les matins froids. « Vous avez eu un choc, commença Miss Marple, et maintenant tout le monde veut des réponses que vous n'êtes pas sûr d'avoir. » Sarah hocha la tête en silence. « Dites-moi, dit Miss Marple, y avait-il quelque chose de bizarre ce matin-là? » « Rien du tout. » Sarah ouvrit la bouche, puis la referma. « Eh bien, dit-elle après un silence, c'est idiot, mais le salon sentait différemment. Pas seulement les roses et le vernis. Autre chose, douce, mais étrange. J'ai cru que le cordial avait peut-être tourné. MMH, dit Miss Marple, et le cordial était déjà versé quand vous avez apporté le plateau? Non, madame. J'ai laissé la bouteille et le verre sur le plateau. Elle aimait le préparer elle-même. Miss Marple réfléchit. Merci, ma chère. C'est très utile. En quittant le manoir, les ombres longues et dorées sur la pelouse, Miss Marple sentit les premiers effluves de quelque chose de familier. Un fil, une volonté changée, une tasse oubliée, un parfum dans l'air. Quelqu'un voulait que Lydia Brent soit la suspecte naturelle. Et c'était, d'après l'expérience de Miss Marple, le signe le plus sûr qu'elle ne l'était certainement pas. Quelque part, une autre main s'était tendue. Une main encore invisible. Mais bientôt, pensa-t-elle, elle se fera connaître. Le lendemain matin apporta une fine bruine froide, trempant les pavés de Little Ditring et forçant même les plus fidèles jardiniers à rentrer. Le village se blottissait sous les parapluies et les cirés,
tandis que la buée montait aux fenêtres et que les bouilloires sifflaient dans les cuisines où le sujet de la mort d'Edith Bradstone régnait encore en maître. Dans sa chaumière, Miss Marple était assise en silence, oubliant sa broderie sur ses genoux, tandis qu'elle détournait sans cesse la conversation de sa visite au manoir. Il y avait quelque chose comme le parfum décrit par Sarah, la tasse de thé intacte et la bouteille de cordial soigneusement posée sur le plateau. Rien d'inhabituel, et pourtant. Miss Marple, qui avait un jour observé le déclin d'une tante à cause de l'arsenic contenu dans une bouteille de tonique qu'elle ne buvait jamais, savait mieux que quiconque que c'est souvent ce qui n'est pas consommé qui compte le plus. À 11h10, elle enfila sa cape imperméable et se dirigea vers la bibliothèque du village. C'était une modeste bibliothèque, nichée entre le primeur et la papeterie, et l'intérieur sentait le vieux papier, la laine humide et le cirage à la lavande. La bibliothécaire, Miss Ellison, l'accueillit d'un hochement de tête chaleureux. « Quelque chose de particulier aujourd'hui, Miss Marple? Juste une petite lecture de fond, dit-elle avec un sourire agréable. Avez-vous ce livre sur les poisons régionaux? Celui du docteur Cavendish? » Miss Ellison cligna des yeux mais ne fit aucun commentaire. Deuxième étagère à droite, à côté des guides de jardinage. Miss Marple feuilleta tranquillement, choisissant 3 volumes, un sur les toxines végétales, un autre sur le droit des successions, et un troisième, inoffensif, sur les motifs de broderie victorienne, puis rentra chez elle. Elle passa le reste de la matinée à lire, son thé intact à côté d'elle, l'air de plus en plus pensif. Cet après-midi-là, l'inspecteur Grave et le sergent Flett revinrent au manoir en même temps que M. Penrose, convoqué par télégramme. Ils avaient reçu les résultats préliminaires de l'analyse chimique du contenu de la tasse de thé, et Grave, tout en essayant de masquer son irritation, ne parvenait pas à dissimuler entièrement le pli entre ses sourcils. « Il n'y a pas de poison, dit-il catégoriquement à Penrose. Aucune substance étrangère. Juste du sirop de fleurs de sureau dilué, comme toujours. Et le gin? Demanda l'avocat en les regardant tour à tour. Des traces. Rien de dangereux. Rien qui aurait dû causer la mort. Penrose parut sincèrement perplexe. Alors c'était naturel, c'est ce qu'on est censé croire, dit Grave, mais je n'y crois pas. Pas avec le testament modifié si soudainement. Pas avec la moitié du village faisant la queue pour une part. Pendant qu'il parlait, Sarah Gudjon rôdait dans le couloir, faisant semblant d'épousseter la rampe. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement, mais elle écoutait attentivement chaque mot. Elle commençait à ressentir quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer, un serrement dans la poitrine, comme si la vérité lui soufflait dans le cou. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce détail de données qu'elle ne parvenait pas à situer, mais qui était infime. Ce soir-là, Sarah retourne au petit salon pour sa routine habituelle de rangement. Bien que la pièce soit restée quasiment intacte depuis la première visite de l'inspecteur, elle dégageait maintenant une atmosphère calme et pleine d'attente, telle une scène attendant la scène suivante. Elle redressa les coussins, épousseta l'âtre, puis se dirigea vers la table d'appoint. Et voilà, un fil fin, accroché à la poignée en laiton du tiroir à tasse. Couleur crème, à peine visible, et légèrement effiloché sur le bord. Sarah le ramassa, perplexe. Ce n'était pas le sien, et elle ne se souvenait pas qu'il ait été là auparavant. Elle le posa sur le plateau, avec l'intention de le jeter plus tard, mais un instinct la fit s'arrêter. Plus tard dans la soirée, ne sachant pas pourquoi elle se sentait poussée à le faire, elle enveloppa le fil dans un morceau de papier de soie et marcha sous la pluie jusqu'au cottage de Miss Marple. La femme plus âgée la reçut chaleureusement et la fit entrer. « Je ne savais pas à qui d'autre le dire, » dit Sarah en remettant le petit paquet entre les mains de Miss Marple. « Je l'ai trouvé tout à l'heure. Dans le petit salon. Il n'y était pas avant, je le jure. » Miss Marple déplia soigneusement le papier de soie et approcha le fil de la lampe. C'était de la soie brodée très fine, probablement. Couleur crème, mais légèrement chatoyante. Un seul fil égaré n'aurait pas dû être remarqué. À moins, bien sûr, qu'il n'ait rien à faire là. « Tu as bien fait, ma chère, dit-elle doucement. Te souviens-tu de ce que Madame Bradstone portait quand tu l'as trouvée?
Sarah Franca, Les Sourcils. Oui, un robe bordeaux. En laine, je crois. Avec des petits boutons. Ni dentelle ni soie. Elle ne portait pas de vêtements sophistiqués à l'intérieur. Miss Marple hocha la tête, les doigts déjà occupés avec son aiguille et son fil. Elle prit un petit tambour à broder sur sa table de chevet et choisit un écheveau de fil presque identique dans sa propre collection. Elle les tint côte à côte. « Presque parfait. Tu as l'œil vif, dit Miss Marple. Tu ne sais juste pas encore ce que tu as vu. » Pendant ce temps, l'inspecteur s'impatientait. Ses suspects ne se comportaient pas comme ils le devraient. Lydia Brent n'avait aucun mobile évident, hormis un héritage inconnu. Ronald Grieve était trop bruyant, trop visible. Sarah Gudjon, bien que nerveuse, semblait plus effrayée que coupable. Il n'y avait pas d'arme du crime, pas de poison, et aucune trace d'effraction. Mais il restait la question de l'odeur que Sarah avait remarquée. « That's strange. » Le lendemain matin, Miss Marple visita à nouveau le manoir, cette fois avec une simple demande pour voir la boîte à couture personnelle de Madame Bradstone. Sarah la récupéra dans le placard du bureau, où la veuve s'était souvent assise tard le soir, cousant de petits sachets de lavande ou raccommodant l'ourlet d'un rideau à la lueur des bougies. C'était une élégante boîte en acajou avec des ferrures en laiton, soigneusement rangées, des bobines de fil, des aiguilles dans une pelote à épingles en velours usé, des chutes de mousseline, et sur le couvercle, 2 paquets de soie à broder non ouverts. Miss Marple en tourna dans sa main. C'était le même fil que celui que Sarah avait trouvé. Même éclat crème. Une pensée curieuse lui traversa l'esprit. Elle partit peu après, sans faire de commentaires, demandant seulement à Sarah de la prévenir si quelque chose d'autre lui semblait anormal. Ce soir-là, tandis que le village s'installait à nouveau sous la bruine, Miss Marple écrivait une courte lettre. Ni à la police, ni au curé, mais à une vieille amie qui avait travaillé comme infirmière dans une maison de convalescence privée près de Bath. La lettre était brève mais précise, s'enquérant d'un visiteur que la veuve avait peut-être reçu quelques semaines auparavant. Un homme calme, boiteux, à la voix douce et adorant les mouchoirs parfumés à la rose. C'était peu probable, mais Miss Marple avait appris à ne jamais ignorer les petites choses, surtout quand elle sentait la rose. Le lendemain matin, l'inspecteur Grave reçut une enveloppe remise en main propre. À l'intérieur se trouvait un bout de fil et une ligne écrite dans l'élégante écriture en boucle de Miss Marple. Demandez qui d'autre avait accès à sa boîte à couture et pourquoi il ne manquait qu'un seul fil. Il était là, le plus petit indice. Niché non pas dans un testament, une bouteille, ni même un mot, mais dans un tiroir oublié. Pas le genre de choses qui compteraient pour la plupart des hommes. Mais bon, Miss Marple n'était pas la plupart des gens. Le ciel s'était dégagé à midi, mais la netteté dans l'air s'accrochait au village comme un avertissement chuchoté. Alors que le soleil filtrait à travers les nuages d'amincissement, peu de traitants continuaient ces routines, des rideaux se contractent, des bouilloires bouillis et des conversations ont de plus en plus prudemment la question de feu Edith Bradstone et de sa volonté perplexe. Au White Hart Inn, Ronald Grieve était devenu plus irritable à l'heure. Il s'attendait à des agitations, certainement, mais pas à un examen minutieux. L'inspecteur l'avait de nouveau interrogé ce matin-là, demandant des détails sur son arrivée, son alibi, son contact avec le défunt. Ronald avait répondu avec une vague irritation, mais il y avait eu un changement qu'il pouvait ressentir. Les yeux le suivirent plus attentivement maintenant, les têtes se tournèrent quand il entra dans une pièce. Ce qui avait été une autre indifférence avait cultivé des dents. Il claqua son verre de pinte vide sur le bar et murmura quelque chose de désagréable dans les espions du village avant de se retirer dans sa chambre. Pendant ce temps, au presbytère, le révérend Hartridge et sa femme étaient profondément dans une conversation inconfortable. Clara Vance s'était arrêtée à l'improviste, son chapeau élégant, son sourire répété et son ton d'urgence. « C'est inconvenant, a-t-elle dit, arpentant le salon, que je n'ai pas été consultée. Tante Edith a toujours dit que je devais hériter du manoir.
Elle m'a même laissé choisir des échantillons de tissu pour les rideaux du salon l'été dernier. Madame Artridge a échangé un coup d'œil avec son mari mais est restée silencieuse. Et maintenant, cet instituteur apparaît dans le testament. Je ne veux pas lancer des aspersions. Mais ne pensez-vous pas que c'est plutôt pratique? Le révérend s'éclaircit la gorge. Je ne pense pas que ce soit pour nous remettre en question les souhaits du défunt, mademoiselle Van. Clara se tourna, les yeux tranchants. Croyez-vous vraiment qu'elle a fait cela de son propre gré? À son âge? Après des années à me promettre le domaine? Non, je pense que quelqu'un lui chuchota à l'oreille. La manipuler. Le mot pendait dans l'air comme de la fumée. Quand elle est partie, Madame Artridge a coulé dans la chaise la plus proche et a expiré. Elle n'est pas en deuil, murmura-t-elle. Elle est en colère. Le cœur de cette fille est aussi froid que le marbre. À ce moment même, Mademoiselle Marple s'est assise tranquillement avec l'inspecteur Grave dans le petit salon de son chalet. La fenêtre était ouverte juste une fissure, et le léger parfum de chèvrefeuille dérivait du jardin. « As-tu reçu ma note » a-t-elle demandé. « Je l'ai fait » a répondu Grave. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Un fil, vous avez dit. » Tiré de la boîte de couture de la veuve. En effet, un fil très spécifique, la soie crème, rarement utilisé. Je l'ai comparé à celui que j'avais dans ma propre collection presque identique. Et qu'est-ce que cela nous dit? Que quelqu'un l'a utilisé, dit-elle simplement, et avait une raison de cacher le fait. Graves Franca Les Sourcels. C'est un fil, mademoiselle Marple. Nous ne pouvons sûrement pas chasser chaque morceau de tissu dans le manoir. Elle sourit doucement. Non, inspecteur. Mais je crois que c'est peut-être la clé pour comprendre pourquoi il y a si peu de choses à trouver. Grave leva les yeux. Continuez. Si quelqu'un souhaitait faire du mal à Madame Bradstone, a déclaré Mademoiselle Marple, en pliant soigneusement les mains, ils n'auraient pas choisi une méthode qui a laissé des traces. Ils auraient choisi quelque chose d'introuvable ou plutôt, quelque chose d'ordinaire. Les crimes les plus intelligents sont rarement bruyants. Ils se cachent à l'intérieur de la domesticité. Grave était silencieux, son expression illisible. Le parfum dans la salle du matin, par exemple, a-t-elle poursuivi.